Après 15 ans, ils m'ont licencié parce que j'avais pris trop de congés maladie. L'entreprise ne peut pas se permettre ta faiblesse. Tu es un poids mort. Barthéoï d'ici, bordel. Je n'ai pas discuté. J'ai juste remis mon rapport médical à mon avocat. 3 jours plus tard, l'immeuble était vide, et j'avais 87 appels manqués d'eux. L'entreprise ne peut pas se permettre ta faiblesse. Tu es un poids mort. Barre-toi d'ici, bordel. Brent n'a pas dit cela avec colère. Il l'a dit avec satisfaction, comme s'il parvenait, enfin, à rayer une tâche sur sa liste de choses à faire. Je n'ai pas bronché, je l'ai juste regardé une fois. De la même manière qu'on regarde une flaque d'eau, en calculant l'élan nécessaire pour l'enjamber. Puis, j'ai plongé la main dans ma veste, et je lui ai tendu une enveloppe. Un papier épais, scellé, avec mon nom inscrit à l'encre noire, bien net. Il ne l'a pas ouverte. Il l'a juste fixée du regard, comme si elle risquait d'exploser. Je me suis retourné, et je suis sorti. 15 ans. Pas de merci, pas de poignée de main, pas de formalité avec les ressources humaines, juste Brent, un type qui, à une époque, pensait que l'Ocha était une start-up. Je m'appelle Jacques Connelly. J'ai 47 ans. J'ai travaillé chez Veltra Systems dès le jour où ils ont ouvert leur première ligne de fabrication. À l'époque, nous n'étions que 3 dans un entrepôt, avec une plomberie défectueuse, et un café encore pire. J'étais responsable de la logistique. Je m'assurais que les marchandises bougent, qu'elles soient bien répertoriées, et qu'elles n'explosent pas pendant le transport. À la 5e année, je gérais déjà la conformité réglementaire dans 5 États. À la 10e année, je formais des équipes à l'étranger. On m'appelait « le pompier », non pas parce que je sauvais les meubles, mais parce que je rendais les processus tellement ennuyeux que rien ne pouvait prendre feu. Il y a 3 ans, j'ai commencé à avoir des migraines. J'ai cru que c'était le stress, la crise de la quarantaine, une mauvaise alimentation, ou autre chose. Puis, la fatigue est arrivée. Pas simplement de la fatigue, une lourdeur. Comme si la gravité avait changé d'avis, rien que pour moi. J'ai commencé à prendre des jours de congé maladie, puis de plus en plus. Ensuite, sont venues les visites chez le médecin. Le diagnostic n'a pas été tendre. Une exposition neurotoxique, liée à des particules en suspension dans l'air, provenant d'un lot d'isolation défectueux dans le bâtiment C. Celui-là. Même avec les panneaux de rénovation qu'ils n'ont jamais retirés. Il s'est avéré que les épurateurs d'air ne fonctionnaient plus correctement depuis plus d'1 an. J'ai déposé un rapport, discrètement, en interne. Aucune réponse. Puis, j'ai été réaffecté. Un bureau plus petit, moins de responsabilité, moins de visibilité. Brent a arrêté de m'inviter aux réunions stratégiques. Il a arrêté de me regarder dans les yeux. Et vendredi dernier, après mon 5e jour de congé maladie, j'ai reçu l'appel. Pas des ressources humaines, mais de Brent directement. Passe me voir lundi, a-t-il dit. Il faut qu'on parle. Il m'a licencié dans la salle de pause. La machine à café poussait des sifflements asthmatiques derrière lui. Un stagiaire observait la scène depuis le couloir, sa barre protéinée à moitié déballée. L'enveloppe que je lui avais remise, c'était la lettre de mon avocat, préparée par le service d'assistance juridique des anciens combattants. Je suis un ancien mécanicien de la marine. Ce bâtiment ne m'a pas seulement rendu malade. Il enfreignait 3 codes fédéraux sur la conformité au risque professionnel. 3 jours plus tard, Veltra Systems a été envahi par les inspecteurs. L'une d'entre eux, une femme en blazer gris avec une expression d'un sérieux de ciment séché, a sorti des plans que je n'avais pas vus depuis une décennie. L'entrepôt a été fermé à clé. Les employés ont été renvoyés chez eux. Brent s'est muré dans le silence.
Ce matin-là, j'avais 87 appels manqués. Aucun de Brent. Tous provenaient de numéros dont je reconnaissais l'indicatif régional. Des avocats, des journalistes, d'anciens collègues qui se rappelaient soudainement mon existence. Je n'ai pas répondu. J'ai préparé du thé, celui que ma fille appelle l'infusion de feuilles pour vieillard. Elle s'est assise à côté de moi, à table. Tu vas leur faire un procès? A-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Elle a regardé l'enveloppe posée sur le comptoir. Même. Nouvelle adresse. Puis, elle a souri. J'espère qu'ils te doivent assez pour t'acheter un bateau. Ce soir-là, j'ai consulté mes emails. Un nouveau message, sans expéditeur, avec pour seul objet, avant qu'il n'empire les choses. En pièce jointe, une courte vidéo. Je l'ai lancée une fois. C'était Brent, dans une salle de conférence, en train de se disputer avec quelqu'un hors caméra, criant quelque chose à propos du confinement des fuites. Et il en avait gardé des copies. À la fin, il regarde droit vers l'objectif, et dit qu'il était censé disparaître. J'ai refermé l'ordinateur portable, je n'ai pas souri, je n'ai pas bougé. Puis, je me suis levé, j'ai repris l'enveloppe, et je l'ai glissée dans la poche de mon manteau. Demain, j'allais rencontrer quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Un nom que je ne prononçais, autrefois, que lors des briefings sous accord de confidentialité. Mais ce soir, je me suis reposé. Non pas parce que j'étais fatigué, car je ne l'étais plus. Quand on passe 15 ans à respirer des solvants recyclés et de la poussière d'amiante, le corps arrête de chuchoter. Il commence à hurler. D'abord, ce fut la toux, sèche, constante. Comme un voyant d'alerte que je m'obstinais à réinitialiser. Puis, sont venues les migraines, une pression derrière les yeux, comme si mon crâne devait un loyer à quelqu'un. J'ai accusé la météo, l'âge, le stress, n'importe quoi sauf ces murs qui bourdonnaient, jusqu'à ce que je m'effondre dans la salle de pause. Juste là. Entre le distributeur automatique et le micro-ondes fissuré que personne ne voulait signaler. Le contremaître a parlé d'un malaise passager. Les ressources humaines ont trouvé cela préoccupant. Ma fille l'a appelé. Elle avait 12 ans. Trop intelligente pour les euphémismes. Elle s'appelle Léa. Et le jour où je me suis réveillé aux urgences, avec des tubes dans le nez, elle m'a regardé comme si je lui avais menti. Comme si m'épuiser au travail jusqu'au coma n'avait rien de noble, mais était juste stupide. Elle n'avait pas tort. C'est à ce moment-là que j'ai déposé une demande officielle, une évaluation de la qualité de l'air. Interne, anonyme. Les résultats sont revenus, contenant plus de passages caviardés que de réponses. Pourtant, un mot a échappé à la censure. Benzène. Je n'avais pas besoin d'un dictionnaire. J'avais besoin d'un avocat. Le département des anciens combattants m'en a attribué un, gratuitement. Un avantage réservé aux vétérans de combat, que je ne pensais jamais réutiliser. Il s'appelait Reban. Il portait des lunettes carrées, et maniait le silence. Comme une arme. Il n'a pas promis de vengeance, ni de justice. Il m'a posé des questions auxquelles je n'avais pas pensé, sur les inspections, les notes internes ignorées, et la raison pour laquelle le concierge portait toujours des gants plus épais que ceux des ingénieurs. En une semaine, il a obtenu des documents signés, tamponnés, enterrés dans des dossiers de conformité que personne ne s'attendait à voir un jour consultés. Il s'est avéré que l'entrepreneur en CVC avait signalé, à 4 reprises en 3 ans, des niveaux de toxicité dans l'air. À chaque fois, Veltrax avait classé le dossier, en attente d'examen, puis avait verrouillé le rapport. Il savait que c'était bien pire, et il s'était organisé en conséquence. Reban a trouvé une note interne détaillant les analyses de coûts, comparant les
Règlement à l'amiable aux rénovations. Marge de risque juridique acceptable. Cette ligne m'a fait rire. Pas fort, pas avec amertume, juste doucement. Comme quelqu'un qui découvrirait une issue de secours soudée, et réaliserait que ce n'était pas un accident. J'ai continué à travailler malgré tout, non pas parce que je croyais en mon travail, mais parce que je voulais voir ce qu'il ferait quand j'arrêterais de faire semblant. 3 semaines plus tard, j'ai remis le diagnostic à Brent. Leucémie, stade précoce, facteur environnemental probable. Il l'a regardé comme si je lui proposais de résoudre des mots croisés. Nous ne sommes pas équipés pour assumer ce genre de responsabilité, a-t-il dit. Je n'ai rien dit. Les ressources humaines m'ont appelé 2 jours plus tard. Une voix polie, une empathie scriptée. Ils m'ont proposé un plan de départ, la moitié de ce que j'obtiendrais si je faisais un procès et que je gagnais. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai imprimé toutes les violations de l'OSHA que j'ai pu trouver, et je les ai apportées au ministère du Travail. Reban a déposé la plainte officielle, puis j'ai attendu, et ils ont attendu aussi. Veltrax n'a pas scié. Ils avaient enterré bien pire. Je n'étais qu'un employé mécontent de plus à leurs yeux. Une simple anomalie sur un tableur Excel. Mais le lundi matin, les choses ont changé. Brent ne s'est pas présenté au briefing de sécurité de 9h00. Le service juridique non plus. À 10h12, 2 berlines noires se sont garées devant l'entrée. Veste sans logo, ordinateur portable, presse-papier. L'OSHA et le département des anciens combattants. Ils sont entrés comme s'ils connaissaient déjà les lieux par cœur. À midi, les ouvriers de la ligne ont été renvoyés chez eux. À 14h, les serveurs ont été mis hors ligne. À 17h, la messagerie de chaque manager a été verrouillée, et les sorties de secours ont enfin été débarrassées de leur chaîne. J'observais la scène depuis ma voiture, je ne souriais pas, je ne jubilais pas. J'attendais, tout simplement. Puis, mon téléphone a vibré. Un message de Reban. Brent veut parler, il dit que c'est urgent. J'ai fixé l'écran, puis j'ai supprimé le message. Qu'il attende. L'email est arrivé à 7h41. Objet, action. Immédiate requise. Corps du texte, vous avez 48 heures pour cesser toute affirmation diffamatoire. Toute violation prolongée entraînera des poursuites judiciaires. Vous êtes sous surveillance. Pas de signature. Aucune chaleur. Juste l'écho glacial de la panique d'une multinationale se drapant de dignité. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé par la fenêtre. Même Toyota Camry. Même vitre teintée, garée de l'autre côté de la rue pour le 3e jour consécutif. Il ne faisait pas dans la dentelle. À 10h16, mon application bancaire a affiché une transaction gelée. En attente d'examen, blocage réglementaire. Le même compte que Veltrax pouvait utiliser pour verser les bonus. Le même compte que j'utilisais pour renouveler l'inhalateur pour l'asthme de Léa. Sa prochaine dose était dans 4 jours. Je n'ai rien dit, j'ai juste fixé le chiffre. Le signe moins clignotait comme un pour ralenti. À midi, les informations locales s'en emparaient déjà. Un ancien employé de Veltrax diffuserait de fausses informations après son licenciement. Ils ont même déterré une photo de moi lors d'un pique-nique d'entreprise, en 2014. Je tenais un beignet de saucisse. Ils ont enchaîné sur Brent. En toute honnêteté, a-t-il dit en clignant des yeux trop rapidement. Jacques a toujours été intense, passionné, certes, mais pas toujours coopératif. Puis, il a souri. Le genre de sourire qu'on apprend dans les formations de communication de crise. Je n'ai rien cassé, j'ai juste rincé ma tasse, et je l'ai posée dans l'évier. Elle s'est fissurée quand même. À 14h45, ma voisine Marie a évité mon regard.
lorsque nous nous sommes croisés près de la boîte aux lettres. À 15h10, quelqu'un m'a retiré de ses amis. Un ancien collègue m'a envoyé un message avant de me bloquer. Salut mec, j'essaie juste de ne pas m'en mêler. J'espère que tu comprends. Bien sûr. À 17h30, on a sonné à la porte. Pas un colis, un uniforme. L'homme m'a tendu une enveloppe, avec un hochement de tête rodé, et est reparti sans un mot. Veltra Industries contre Jacques Connelly. Vol d'informations exclusives. Violation de l'accord de confidentialité. Intention de nuire à la réputation de l'entreprise. J'ai appelé Reban. Il a soupiré avant même que je finisse. Pas de panique. C'est de l'esbrouf. Tu as toujours les registres. Tous. Alors laissons-les creuser. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas dit ce que je pensais. Laissons-les creuser. Laissons-les voir ce qu'ils ont enterré. À 19. H12, je me suis effondré dans le couloir. Juste un pincement aigu derrière l'œil, puis du sang. Pas un simple saignement de nez, un écoulement continu. Léa est accourue de la cuisine, et s'est figée. Papa. Ça va aller. La serviette qu'elle m'a tendue était blanche. Elle ne l'est pas restée longtemps. À 20h, elle s'était endormie. Je suis descendu au sous-sol. Derrière la chaudière, sous une latte de plancher amovible, se trouvait une boîte métallique que je n'avais pas ouverte depuis 12 ans. Sur le couvercle, un vieil écusson. À l'intérieur, des manuels de sécurité plastifiés. Des notes internes de la première année de Brent. Une cassette étiquetée incident boucle de refroidissement V18, et un badge. Il appartenait à Rafi Mendoza. Il avait disparu pendant la refonte du système de refroidissement, en 2011. Version officielle, mutation en Espagne. J'ai récupéré la clé USB que j'avais glissée sous la mousse de protection, étiquetée. De ma propre main, uniquement si acculée. Je l'ai mise dans ma poche, et j'ai laissé le reste. Pas encore. À 22h27, on a de nouveau sonné à la porte. Pas de voiture dans la rue. Pas de Toyota. J'ai regardé par le Judas. Brent. Pas. Derrière un objectif, pas à la télévision. Il était là, le visage blême, là. Chemise trempée de sueur. Il a levé les yeux une fois, puis les a baissés, et a dit d'une voix basse, on risque de mourir tous les deux si tu ne m'écoutes pas. Et puis, il a glissé la main sous son manteau. Au moment où le premier agent de l'OSHA a posé le pied sur le site, le concierge filmait déjà. La voix de Brent résonnait à travers le hangar ouvert, tel un méchant de télé-réalité qui n'aurait pas réalisé que les caméras tournaient. Encore. Pas de masque aujourd'hui. A-t-il aboyé? Et je me fiche de ce qui est écrit sur ce papier. Cette cargaison part maintenant. J'observais. Depuis l'autre côté de la rue, un café à la main, sans déguisement, maintenant. Simplement mes distances. À 10h. Ils avaient bouclé l'aile ouest. À midi, les équipes en combinaison de protection contre les matières dangereuses sont arrivées. À 14h, Brent jurait devant une caméra dont il ignorait qu'elle diffusait en direct. Ils ne l'ont pas arrêté. Pas encore. Mais ils ne l'ont pas laissé rentrer chez lui non plus. La vidéo a fuité 2 heures plus tard. Quelqu'un m'a mentionné sur un fil Reddit intitulé « Le patron qualifie l'exposition toxique de problème du lundi ». À l'heure du dîner, elle cumulait déjà 1 million de vues. Léa l'a vu avant. Moi. C'est lui? A-t-elle demandé. J'ai simplement hoché la tête. Elle n'a pas souri. Elle a continué à regarder, puis a demandé « Qu'est-ce qui va leur arriver ?» Je n'ai pas répondu. Le communiqué de l'entreprise est tombé le lendemain matin. Nous prenons la sécurité de nos employés très au sérieux.
Ces allégations font l'objet d'un examen interne. Classique. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité. Aucune mention de l'homme qui avait été escorté hors du bâtiment 3 jours. Plutôt, du sang à la bouche, serrant un dossier de rapports médicaux. J'ai imprimé le communiqué, j'ai surligné les mots « examen interne », puis je l'ai faxé à nouveau au ministère du Travail, en les soulignant cette fois-ci. 7. Après-midi-là, le service des ressources humaines de Veltrax m'a envoyé une mise en demeure, affirmant que je perturbais les processus internes en partageant des enregistrements non autorisés. C'était plutôt cocasse, étant donné que je n'avais absolument rien publié, mais j'ai scanné la lettre malgré tout, et je l'ai transférée à mon avocat. Il m'a répondu par un seul mot, excellent. 2 jours plus tard, ils sont venus saisir l'ordinateur portable de Brent. Il a résisté. Grosse erreur. Il s'est avéré qu'il ne s'était pas contenté d'ignorer les protocoles de sécurité. Il avait falsifié des rapports, des registres hebdomadaires de qualité de l'air, des plaintes d'employés, et même certaines analyses de sang issues d'examens de routine, supprimées ou malencontreusement égarées. Sa signature figurait sur chacun de ces documents, y compris sur les miens. C'est à ce moment-là que l'affaire a cessé d'être un simple litige de droit du travail. C'est devenu des pièces à conviction. Le PDG, Galan Mersch, a fini par faire une déclaration. Il a rejeté la faute sur les défaillances des cadres intermédiaires. Brent a été suspendu, dans l'attente des résultats de l'enquête. Mais il était trop tard. 2 anciens employés s'étaient exprimés publiquement. L'un d'eux souffrait d'un lymphome de stade 3. L'autre avait perdu une partie de sa capacité pulmonaire. Il ne cherchait pas des excuses. Il cherchait à faire jurisprudence. Cette semaine-là, mon avocat a reçu un signalement anonyme. Un lanceur d'alerte, toujours en poste chez Veltrax. Il affirmait que Galan avait autorisé l'élimination de solvants périmés sur le parking des employés, en dehors des heures de bureau, sans aucun document officiel, sans laisser d'autres traces qu'une unique facture, enfouie dans un manifeste d'expédition datant d'il y a 2 ans. Devinez quel nom figurait sur la ligne de validation? Le mien. Sauf que j'étais en congé cette semaine-là. Nous avons déposé une requête, demandant un accès complet aux registres internes, aux enregistrements des caméras de surveillance, ainsi qu'aux antécédents médicaux des employés des 5 dernières années. Le juge a accédé à notre demande. Veltrax a déposé un recours d'urgence, rejeté. 2 citations à comparaître ont été émises le lendemain matin. L'une pour Galan, l'autre pour Brent. L'avocat de Brent a tenté de faire diversion. L'équipe de Galan est restée silencieuse, mais quelqu'un d'autre a parlé. Un ancien collègue du service des achats m'a appelé tard le soir. Il m'a dit que Galan était en mode gestion des dégâts depuis le début de la semaine, et qu'il avait commencé à faire circuler une rumeur selon laquelle j'aurais falsifié mes propres rapports, cherchant ainsi à saboter l'entreprise après avoir été licencié. Apparemment, il pensait que j'allais paniquer. Au lieu de cela, j'ai imprimé la rumeur, j'ai surligné le mot « sabotage » et j'ai faxé cela aussi. Le vendredi matin, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, pas de message vocal. Puis, un SMS. Le concierge veut vous parler. Je l'ai retrouvé dans un restaurant de bord de route, sur la route 7. Un terrain neutre. Il n'a rien commandé. Il a juste sorti une clé USB et une note. Il a précisé qu'il ne faisait pas confiance au cloud. Un homme intelligent. Il avait vu quelque chose, a-t-il dit. Un soir où Brent pensait que personne ne le regardait, et il en avait gardé une copie. Mais il ne s'agissait pas seulement d'images. C'était un fichier audio, sur lequel on entendait la voix de Galan. Tu supprimes l'enregistrement, je supprime ton dossier, et personne n'entendra jamais parler de ces solvants.
J'ai regardé le concierge, il m'a regardé, puis il a dit, vérifie l'heure de l'enregistrement. C'est la nuit où tu as été hospitalisé. Le lundi matin, la vidéo n'était plus seulement virale. Elle était devenue une preuve accablante. Le ministère de la Justice l'avait en sa possession. Toutes les chaînes de télévision locales également. Apparemment, même la nièce du concierge l'avait utilisée pour un projet scolaire. Veltrax s'est muré dans le silence. Plus de tweets, plus de communiqués de presse. Juste une note interne, divulguée à Bloomberg. Veltra Systems a entamé une période volontaire d'examen de conformité juridique. Dans le jargon de l'entreprise, cela signifie « nous sommes fichus », mais poliment. Puis, les coups durs ont commencé à s'enchaîner. D'abord, une lettre du gestionnaire immobilier de Veltrax. Mon ancienne maison, celle qu'il m'avait aidé à financer dans le cadre de leur programme de fidélisation des talents, n'était plus considérée comme couverte par ma clause de départ. Ils exigeaient la restitution du titre de propriété sous 30 jours, sous peine de poursuite. Charmant. Je l'ai transféré à mon avocat avec ces mots, réplique immédiate. Ensuite, mon compte bancaire a été gelé. Apparemment, quelqu'un avait déposé une plainte, affirmant que j'avais falsifié des déductions pour frais médicaux au cours de ma dernière année d'emploi. Un email interne de Veltrax, opportunément censuré, était joint comme preuve. Il a fallu une demi-journée, et une déclaration sur l'honneur, pour débloquer la situation. Le directeur de l'agence n'a rien dit, mais il m'a proposé du café à 2 reprises. Puis, est venu le coup le plus douloureux. Léa a été sortie de son cours de chimie. Un autre élève, le fils d'un ancien cadre de Veltrax, lui avait dit que j'étais la raison pour laquelle son père avait tout perdu. Elle n'a pas pleuré. Elle m'a juste demandé si j'avais vraiment fait ça. J'ai répondu. Non, j'en ai fait moins que ce que j'aurais dû. Elle n'a plus dit un mot après cela. Elle est simplement allée dans sa chambre. Le lendemain, j'ai trouvé sur le pas de ma porte une lettre de l'avocat de mon ex-femme. Elle demandait la réévaluation de l'accord de garde, invoquant l'instabilité de mes conditions de vie, et de récentes confrontations. J'en déduis que par confrontation, elle parlait de mes démarches judiciaires. Pour ne pas mourir à cause de mon travail. J'ai failli abandonner. Presque. Puis, j'ai reçu un message de Marco, un ancien chef de ligne. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 ans. Il m'a dit qu'il était aux urgences, avec des difficultés respiratoires. Les médecins pensaient d'abord que c'était simplement l'âge. Puis, ils ont vu les scanners. Des lésions chimiques. La même signature que le solvant que nous utilisions en 2019. Sauf que Marco n'avait jamais travaillé au nettoyage. Il avait juste stocké des palettes au mauvais endroit. 2 fois. Il m'a demandé s'il y avait un lien. Je n'ai pas répondu. Mais quand j'ai raccroché, j'ai ouvert le tiroir, celui auquel je n'avais pas touché depuis le début de l'audit. À l'intérieur, se trouvait une clé USB étiquetée 7 avril 2021 vestiaire équipe de nuit. Elle me montrait en train de saigner dans un lavabo, tenant à peine debout, tandis que 3 superviseurs jetaient un coup d'œil, puis s'en allaient. Mon avocat m'a dit que ce n'était pas recevable comme preuve directe, mais cela n'avait pas besoin de l'être. C'était du contexte. C'était la démonstration d'un comportement récurrent. Et, combiné avec l'enregistrement audio du concierge, nous avions quelque chose de bien plus grand. Il a sollicité un service. Son cousin travaillait pour le bureau du procureur fédéral, pas au niveau local. Mais fédéral, le genre de service qui ne se contente pas d'envoyer des mises en demeure. Il déposait des requêtes pour des recours collectifs. Le jeudi, les documents étaient déposés. Nous ne faisions plus seulement un procès. Nous accusions au pénal. Galant s'était muré dans le silence.
Brent avait pris un avocat. Mais le concierge, lui, continuait de parler. Il a remis une boîte de cassettes. Sur l'une d'elles, on entendait la voix de Brent, se vantant d'avoir évacué de vieux barils par l'arrière de l'usine juste avant les jours d'inspection. Sur une autre, Galland expliquait qu'une certaine dose d'exposition était une bonne chose. Cela élimine les faibles. Mon nom est apparu également. Connelly est clean, mais trop clean. Il pourrait bien retourner sa veste. Il n'avait pas tort. Puis, le dernier message est arrivé. Numéro masqué. Pas de message vocal. Ensuite, un SMS, bureau du procureur. Appelez-nous. Votre statut vient de changer. Quand j'ai appelé, la femme ne s'est pas présentée. Elle a simplement dit, votre nom vient de passer de plaignant à témoin clé. Vous allez avoir besoin d'une protection. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste changé les serrures de chez moi. Le procès n'a pas commencé par un coup d'éclat. Il a commencé par une toux. Brent, juste là, à la table de la défense. Un sifflement aigu, comme si l'ironie elle-même avait un système respiratoire déficient. Il semblait plus petit dans son costume, comme un enfant habillé pour le tribunal par sa mère. Sauf que sa mère n'était pas là, et que le tribunal n'était pas là pour s'amuser. Galland ne s'est jamais présenté. Il a invoqué des complications médicales, mais le procureur avait sa voix sur bande. Ils l'ont diffusée 2 fois. Un juré a secoué la tête. Un autre a juste fixé le vide. L'expression « élimine les faibles » a résonné plus longtemps que tout autre mot prononcé ce jour-là. On ne m'a pas demandé de témoigner en premier. Ils m'ont gardé pour la fin. Ils ont laissé passer les autres avant l'homme à la capacité pulmonaire réduite. La mère qui avait fait une fausse couche après s'être évanouie dans la zone 3. Le concierge. Chacun d'eux a ajouté du poids, non seulement au dossier, mais aussi au silence ambiant. Quand j'ai été appelé à la barre, la salle était déjà silencieuse. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas haussé le ton. Je leur ai simplement répété ce qu'on m'avait dit. Ne pose pas trop de questions, Jacques. Tu n'es pas payé pour penser à l'air. Puis, j'ai montré la vidéo, j'ai fait une pause, j'ai zoomé. On y voyait Brent siroter son café pendant que je saignais. On y voyait Galland passer devant le panneau de sécurité, avec ses faux autocollants de conformité qui se décollaient. Encore dans les coins. On m'y voyait, moi, essayant toujours de finir mon service. Le juge n'a pas levé les yeux. Il a simplement dit que le procès-verbal consigne que la pièce à conviction numéro 32 atteste d'une négligence systémique. Et ce fut tout. 3 jours plus tard, le verdict est tombé. Veltra Systems a été reconnu coupable de négligence grave, de falsification de registres fédéraux, et d'exposition d'employés à des matières dangereuses. Brent, responsabilité pénale, entrave à la justice, et falsification de données de santé interne. Galland, en attente d'extradition. Il l'avait retrouvé en Suisse, sous un nouveau nom, avec un foie plus jeune. Quant à moi, le ministère du Travail m'a présenté des excuses officielles, non pas pour ce qui s'était passé, mais pour le retard mis à s'en occuper. Classique. Mon avocat m'a dit que le montant du règlement était le plus élevé de l'histoire du tribunal du travail de cet État. 7 chiffres. Il m'a demandé si je le voulais en un versement unique ou de manière échelonnée. J'ai répondu. Assurez-vous simplement que ce soit suffisant pour que Léa n'ait jamais besoin d'un travail qui nécessite un badge et un masque respiratoire. Il a souri. Ça l'est. Léa m'a demandé si j'étais heureux. J'ai dit, je respire. Elle a répliqué, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas répondu, je lui ai juste tendu le chèque. Elle l'a regardé. Comme s'il était fait de cendre, puis elle m'a serré dans ses bras. Brent a
Tenter de faire appel, invoquant des conditions de santé préexistantes. Le juge a déclaré, le bâtiment aussi. Requête rejetée. Veltra a déposé le bilan. Les employés se sont dispersés. Certains ont fondé une association à but non lucratif pour la réforme de la sécurité au travail. Ils m'ont demandé de les rejoindre. J'ai refusé. J'ai dit que j'avais fait ma part. Ils m'ont dit qu'on se souviendrait de moi. J'ai répondu, j'espère que non. Je préfère être oublié plutôt que de devenir un cas d'école. Puis est arrivée la partie que personne n'avait vu venir. L'avis de décès de Brent. 6 mois plus tard. Une crise cardiaque. Pas d'acte criminel. Pas de poursuite. Juste un paragraphe dans le journal local. Juste en dessous d'une publicité pour un purificateur d'air. Je n'ai pas fêté ça, je n'ai pas trinqué, j'ai juste souligné une ligne au stylo, il laisse derrière lui son ambition, et je me suis arrêté là. La semaine dernière, je suis passé devant l'ancien terrain de Veltra. C'est un parc pour chiens maintenant. Des enfants qui courent, des arroseurs en marche. Pas de masque, pas de presse-papier, juste de l'air, pur. Je me suis assis sur un banc, j'ai fermé les yeux, et, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas toussé. La vengeance d'un homme tranquille ne fait pas de bruit, mais elle est toujours personnelle. Si cette histoire a résonné en vous, appropriez-vous-la. Abonnez-vous dès maintenant, et ne manquez pas l'histoire de demain.